témoignage. Merci. Hélène? Les changements climatiques sont dus à la production d'énergie, les productions industrielles, la déforestation, les transports, la production alimentaire et la surconsommation qui ont pour les populations autochtones de graves conséquences. Quelques exemples. Les sécheresses dans l'ouest américain, au sud de l'Oregon, près de la frontière de Californie, des restrictions d'eau ont été imposées par l'État fédéral pour protéger une espèce de poisson, ce qui attise des tensions entre les tribus amérindiennes et les agriculteurs blancs, qui ne peuvent plus arroser leurs champs autant qu'ils le voudraient. Madame Joé Gentil, militante amérindienne, craint des représailles en raison de ses prises de position. Dans les îles de l'archipel San Blas au Panama, 1200 personnes de la communauté Guna habitant l'île de Gardi au Subu seront les premiers résidents d'Amérique latine à être déplacés à cause de la montée des eaux et d'autres suivront. Tapiri Kanat Tami est un défenseur des droits autochtones inuits. Ces territoires contiennent 25% des réserves mondiales de pétrole et de gaz. La fonte des glaces entraînera la disparition des mammifères marins, l'érosion des plages, ceci peut-être avant 2040. Comment ces populations de la région pourront-elles survivre? Les peuples autochtones sont des lanceurs d'alerte qui nous préviennent d'un monde incertain si nous ne changeons pas la façon d'habiter la Terre. Il est un autre phénomène moins bien connu, l'accaparement des terres, qui peut se faire de manière beaucoup plus insidieuse et sous le prétexte de protection de la nature ou de développement durable. Pour nous, mais que des autochtones africains, par exemple, appellent le colonialisme vert. Depuis les indépendances en Afrique et en Asie, des organismes comme l'Union internationale pour la conservation de la nature, ou le WWF, organisme officiel et au-dessus de tout soupçon, normalement, et de nombreux gouvernements occidentaux soutiennent une conservation de la nature qui passe par la création de parcs nationaux, qui avaient débuté pendant la colonisation, ou d'aires protégées, récupérées sur des territoires de peuples autochtones et de populations locales, dont les terres ont été littéralement volées. Les habitants ont été expulsés ou repoussés à l'écart de leur zone de nourriture et de vie, avec interdiction d'y accéder. Dans le nord-est du Kenya, par exemple, les Sangwers, chassés de leurs terres et qui tentent d'y revenir, sont froidement abattus par les gardes du gouvernement kényan, le KFS. Cette situation fait dire à un membre de la tribu Maasai du Kenya, victime elle aussi de l'accaparement des terres, « Votre argent est un poison pour nous ». Les Baka au Congo dénoncent le rôle du WWF dans l'accaparement d'une partie de leur forêt où seuls des touristes pourront désormais pénétrer. Même l'UNESCO, dans son classement au patrimoine mondial, établit des différences de critères inacceptables. Pour le parc national des Cévennes en France, on disait « L'agropastoralisme a façonné l'environnement depuis 5000 ans et il faut valoriser cette adaptation de l'homme à la nature. » Mais pour le parc de Simien en Éthiopie, les experts louent une nature, certes intacte, préservée de la main de l'homme, mais estiment que l'agropastoralisme dégrade la valeur naturelle du bien. Autrement dit, en Europe, on adapte, l'agriculteur adapte, en Afrique, il dégrade. Et d'autres exemples, justement, de cet accaparement des terres pour la protection de la nature peuvent être vus en Asie. En Asie, en Inde, ce sous-continent d'1,393 milliard d'habitants, dont 104 millions de peuples tribaux, les Adivasis, répertoriés en 705 tribus concentrées dans des secteurs forestiers. Or, les politiques de soi-disant protection de la forêt ne font qu'aggraver leurs conditions de vie, les forçant à être des réfugiés sans terre, luttant pour leur survie et perdant leurs repères culturels et spirituels. Un exemple parmi d'autres, les Djenu-Kuruba de la réserve de tigres de Nagarhole dans les forêts du Karnataka. Ce peuple a toujours pris grand soin de la flore et de la faune et a ainsi assuré la survie du tigre
qu'ils vénèrent et avec lequel ils cohabitent. Mais le gouvernement de Modi et certaines organisations de protection de la nature sont déterminés à expulser les Djenokuruba de leur terre ancestrale, et ce, en toute impunité, pour créer un wildlife sanctuary, c'est-à-dire un sanctuaire de la vie sauvage, donc un refuge, un asile inviolable, où on frappe, viole, emprisonne un peuple pour le remplacer par des hordes de touristes qui font subir aux tigres des niveaux élevés de stress, tigres que les déchets plastiques font mourir. Bienvenue aux touristes, chasseurs de trophées et bûcherons. En effet, puisque la civilisation industrielle a fait disparaître la nature chez nous, les Occidentaux ont cru la retrouver en Afrique ou en Asie, créant le mythe d'un continent vierge qu'il faut transformer en forteresse protégée. Sauf que ces forteresses protégées, on ne demande pas l'avis des peuples autochtones ou des habitants locaux pour les fabriquer de toutes pièces. Et surtout, les gouvernements de ces différents pays qu'on vient de vous citer ne refusent pas la manne financière qui peut provenir de l'Union européenne, par exemple, de la France et d'autres pays, et évidemment aussi de l'appui de certaines ONG pour créer ces parcs nationaux. Nous assistons donc à une violation délibérée des droits de ces peuples au nom de la protection de la nature telle que nous la voyons nous. Des représentants des peuples autochtones essaient d'alerter les instances locales et internationales avec des ONG comme Survival, celle dont nous avons entendu la conférence l'autre soir. Des résultats sont obtenus et même si les décisions de justice mettent des années à être mises en application, ces peuples ne renoncent pas. Seulement, le pire semble à venir parce que vous avez entendu, comme nous, de la bouche des experts de la COP25, que c'était dorénavant 30% de la planète qu'il faudrait transformer en forteresse protégée. Ce serait donc l'expulsion d'environ 300 millions de personnes de leurs terres et évidemment en particulier des peuples autochtones. Donc il n'est pas acceptable qu'après le colonialisme traditionnel, nous passions par le colonialisme vert. Voilà, c'est donc nous voulions vous alerter sur cette partie aussi de l'accaparement des terres qui n'est pas connue. J'y vais. Voilà, rapidement, je voulais résumer l'ensemble des catastrophes dont tout ce que vous avez entendu sur la cause. J'ai appelé ça la paupérisation des peuples autochtones en exil. Qu'ils soient chassés violemment de leurs terres ancestrales ou qu'ils la quittent, craignant expulsion ou massacre futur, la plupart de ces tribus autochtones ne peuvent s'adapter aux divers aspects que leur impose ou inflige la modernité. Hors de leur terre-mère, de leur nature, ces êtres pourtant robustes, en bonne santé, beaux, comme disait notre ami, acteurs de vie, d'une vie digne, dégringolent rapidement dans une paupérisation abyssale. Sédentarisés dans des parcs, dans des terrains vagues, au bord des routes, ils sont laissés à l'abandon. Sans accompagnement sanitaire et social adapté à leur singularité, leur santé ne tarde pas à se dégrader. L'obésité, le diabète étant au premier plan des pathologies. Aussi des épidémies peuvent les décimer. L'alcoolisme fait des ravages, les suicides atteignent des taux jamais vus et touchent même de nombreux enfants d'une dizaine d'années. À ces situations sexuelles à ces situations sanitaires désolantes s'ajoutent pour les femmes les agressions touchant à leur féminité. Agressions sexuelles, viols, grossesse précoce. La prostitution explose, le sida se répand. La traite internationale rafle un grand nombre des femmes autochtones du sud-est asiatique. La misère, la faim gagnent du terrain. L'espérance de vie est pour ces exilés de 20 ans inférieure au reste de la population mondiale. Le mépris est partout dans la société dominante pour ces races probablement inférieures.
donc le racisme et la discrimination. Mais ce mépris est à son paroxysme lorsqu'on rémunère des jeunes pour des boulots déplaisants, en colle à sniffer ou à naissance pour sniffer également. Rien d'étonnant que ces personnes soient surreprésentées parmi les populations carcérales et les sans-emploi. Un père résume ainsi cette situation tragique. Nos enfants sont coincés entre un passé qu'ils ne comprennent pas et un futur qui ne les acceptera pas et ne leur offrira rien. On a honte de nous, on a perdu la maîtrise de nous-mêmes. Nos fils ont honte de nous, on n'a aucun respect pour nous-mêmes. Rien à transmettre sauf de la violence. Les peuples autochtones contraints à s'intégrer à nos sociétés modernes seraient-ils les nouveaux damnés de la terre? La réponse est catégoriquement non. Enfin, c'est pas une fatalité. Donc, il y a de très beaux combats qui se mènent. Notre conférencière nous l'a dit l'autre soir à Journée de Survival, et j'ai choisi de donner des petits papiers à certains d'entre vous où il y a des luttes. C'est très court, mais j'ai préféré que ce soit un peu éparpillé. Des luttes qui ont réussi, d'abord parce qu'il y a des gens qui sont plus résilients que d'autres, et puis il faut surtout la médiatisation. Il y a des campagnes internationales qui obtiennent des résultats extraordinaires, et tout à l'heure je vous mettrai des documents là sur le banc, et j'espère que vous en prendrez, que vous verrez que vous pouvez prendre votre place dans ces combats sans partir là-bas au bout du monde. Voilà, merci. Un premier exemple de lutte qui a débouché sur un succès. En Inde vit une tribu de 8000 habitants, les Dongria Kond. Le géant minier Vedanta Resources veut installer sur leur territoire, et en particulier sur leur montagne sacrée, un projet minier d'extraction de bauxite couplé à une usine d'aluminium. Un excellent court-métrage, La mine, permettra le lancement d'une campagne internationale gigantesque. Le ministre de l'Environnement indien rejette en 2014 le dernier recours de la compagnie. Les Dongria Kond et leur soutien ont fait plier la multinationale Vedanta. Chez les Yanomami en Amazonie, c'est l'enfer. On construit les routes. 40 000 orpailleurs tirent sur eux et détruisent leur village. En 7 ans, 30% de ce peuple a disparu. Le chaman Davi Kopenawa, l'association Survival, la communauté pro-Yanomami, lance une campagne internationale qui est un succès. Après 20 ans de lutte, un territoire Yanomami est délimité au Brésil et au Venezuela. C'est la plus grande forêt tropicale sous contrôle autochtone dans le monde. Bonjour. Dans leur forêt dense sibérienne, les Oudégués trouvent tout ce dont ils ont besoin. Mais leur mode de vie est réprimé déjà par l'Union soviétique. Puis la multinationale Hyundai défriche ces espaces pour faire de l'exploitation forestière. En 1992, une campagne de l'association Survival est déclenchée et la multinationale doit renoncer à son projet. Au Botswana, la société de Beers a repéré de riches gisements de diamants sur des terres où vivent des tribus Bushmen. En 15 ans, ils sont presque tous expulsés de leur territoire par l'État. Une immense campagne médiatique multiforme change tout, et en particulier la tournée en Europe du leader et chaman Bushman Roy Cézanna, qui lance son puissant plaidoyer. L'impact médiatique est considérable dans le monde entier. Les diamants resteront enfouis. Et c'est en 2006, c'est la première fois où le concept de propriété autochtone des terres est reconnu en Afrique.